L'homme que nous allons découvrir a passé plus de 20 ans de sa vie à rechercher le trésor englouti du galion espagnol Nuestra Señora de Atocha. Mel Fisher est né en 1922 et a grandi bien loin de l'océan dans l'Indiana. Fils de charpentier, il se passionne pour les grands espaces et il passe beaucoup de temps à camper autour des grands lacs, rêvant d'aventure. Il construira son propre radeau pour descendre le Mississippi comme le fit Tom Sawyer avant lui. Son premier scaphandre fut construit avec un vieux seau et une plaque de verre, accompagné d'un ami qui sera en charge de sa survie au fond de l'eau grâce à sa pompe à vélo destinée à ravitailler Mel en oxygène. Plus tard, il entreprend des études d'ingénieur, mais il sera appelé lors de la Seconde Guerre mondiale pour accomplir un travail des plus harassants. En effet, il aura la dure responsabilité de creuser tranchées et latrines pour tout son régiment. Ne souhaitant pas retourner à la fac, il ira travailler avec son père. Mais un jour, pendant une partie de pêche, ce fut la révélation lorsqu'un plongeur remonta à la surface la belle prise que Mel venait tout juste de remettre à l'eau. À une époque où la plongée sous-marine est en train d'émerger comme loisir, Mel décide de s'y mettre à son tour. L'engouement est tel que très vite, il décida d'ouvrir son propre commerce de masques et de fusils de chasse sous-marins qu'il confectionne lui-même, tandis que l'investissement dans un compresseur destiné à remplir les bouteilles sera très vite rentabilisé. Les clients commencent à affluer dans sa petite échoppe entourée des milliers de gallinacés de la ferme de son père. Fier de lui, et ayant financé son magasin en capturant des homards qu'il revendait dans les restaurants du coin, il prospère jusqu'à revendre l'entreprise d'élevage de poulets à la famille de sa future femme. Puis il décida de partir, s'installer avec toute sa famille à Redondo Beach en Californie, où il ouvrira le Mel's Aqua Shop. En 1950, une activité très en vogue en Californie est la recherche d'or dans les rivières. Mel s'imagine pouvoir la rendre plus agréable et plus productive avec des équipements de plongée. Et les chercheurs d'or seront immédiatement séduits. Les Fisher trouveront quelques pépites d'or, mais très vite, l'appel du large se fait sentir. Lorsqu'il fait la rencontre d'un plongeur qui vient de trouver des pièces d'or dans une épave au large. Plongeur aguerri, Mel est persuadé de pouvoir remonter de belles pièces d'or lui aussi. Cependant, il reviendra bredouille des premières épaves rencontrées. L'obstination de Mel va le mener à créer un appareil des plus ingénieux. La Mailbox permet de propulser de l'eau claire de la surface à l'aide d'énormes hélices vers les fonds marins pour améliorer la vue des plongeurs. Mais elle permettait également de désensabler les fonds afin de trouver plus facilement les trésors enfouis. Ainsi, dès 1964, il découvrira pas loin de 2000 escudos d'or dans un état quasiment parfait. Un mois plus tard, il sortira de l'eau des chaînes en or de plus de 2 mètres. L'or n'étant pas taxé sous forme de bijoux à l'époque, les bourgeois s'en tenaient à cœur joie. Devant les journalistes, Mel se pavane, car un demi-million vient d'être remonté des fonds de l'Atlantique. Mais ce n'est pas tout, dit-il. Plus de 500 millions de dollars nous attendent sagement dans l'épave de la Nuestra Señora de Atocha. La flotte de Tierra firme. est une des 2 flottes faisant un aller-retour à l'année pour ramener les richesses du Nouveau Monde en Espagne. 28 vaisseaux de guerre commandés par le marquis de Cadera. Lope Díaz de Armendariz. 23 mars 1622, la flotte quitte l'Espagne direction le Nouveau Monde, avec pour arrière-garde l'Atocha, vaisseau de guerre de la flotte. 3 mâts, 2 ponts, 34 mètres de longueur, 10 mètres de largeur, pour plus de 500 tonnes, armés de 20 canons de bronze et 215 membres d'équipage, dont 82 soldats d'infanterie pour la défendre en cas d'abordage. La Nuestra Señora de Atocha. est à l'arrière-garde du cortège. Elle est faite pour protéger la flotte des pirates anglais et des boucaniers germaniques. Elle est également destinée à transporter de grandes quantités de richesses. Le voyage aller se passe sans encombre. Après quelques haltes nécessaires au ravitaillement, ils arrivent au port de Portobello le 24 mai. Les trains de mules affluent afin de transporter les richesses venues du Panama. 2 mois seront nécessaires pour remplir les cales des vaisseaux, mais c'est dans celle de l'Atocha que se trouve ce qui représente plusieurs millions d'escudos espagnols. Le 22 juillet, les vaisseaux se remettent en mer afin de rejoindre l'autre partie de la flotte se trouvant à Veracruz. De là, l'Atocha récupérera à nouveau une belle cargaison d'or ainsi que les premières productions d'argent arrivant tout droit des mines de Bogota.
À bord se trouvent également un gouverneur royal, un grand prêtre de l'église catholique et de nombreuses familles riches, ayant tous la ferme intention de rapatrier des richesses du Nouveau Monde dans leur contrée natale. Après une dernière halte à la Havane pour un ultime ravitaillement, les cales ventrues des vaisseaux sont pleines. Selon le manifeste du bateau, l'Atocha emporte officiellement 1038 lingots d'argent, d'un poids total de 24 tonnes, 180 000 pesos en pièces d'argent, 582 lingots de cuivre, 525 lingots et disques d'or, 350 balles d'indigo, une teinture très rare et très appréciée à l'époque, 525 balles de tabac, 20 canons de bronze, 600 kilos d'objets en argent et des dizaines de milliers de pièces d'or. Autant vous dire que l'Empire espagnol attend ce chargement avec grande impatience, et ce, malgré la peur des attaques de pirates et de boucaniers extrêmement courants à l'époque. Mais l'Atocha impressionne, c'est une forteresse lourdement armée et fièrement protégée. Qui osera s'y attaquer ? Le 4 septembre, la flotte est parée à lever l'ancre. Néanmoins, ils sont en retard sur le planning. La fin de l'été approche et la saison des ouragans bat son plein. La traversée des Caraïbes ne sera pas de tout repos. La flotte de Tierra Firme met voile direction l'Espagne. Le marquis est confiant. Dans son carnet, il note « La météo est bonne, avec un ciel clair ainsi qu'un agréable vent ». Il estime que 2 mois seront suffisants pour rejoindre les côtes espagnoles. C'est ainsi que, lentement, la flotte part en direction du nord-est afin de rejoindre les courants du Gulf Stream. Direction les Bermudes, puis les Açores et enfin l'Espagne, avec l'Atocha dans le rôle d'almirante. Certains voyages nécessitent prudence, adresse et une attention toute particulière tant les pièges peuvent être mortels. Parmi ceux-ci se trouve le passage de la pointe sud de la Floride qui requiert une vigilance de chaque instant. Les Keys de Floride sont un archipel situé à l'extrême sud des États-Unis. Ce sont des centaines d'îles et d'îlots entourés par des récifs coralliens tranchants comme des scalpels. Les navigateurs espagnols connaissent la dangerosité de l'endroit. Et malgré des cartes imprécises, la navigation entre ces récifs s'avère plutôt aisée. Par temps clair. Or, au soir du 4 septembre 1622, le vent de nord-est se leva tout à coup, et le matin suivant, la mer est houleuse. Les équipages sont brinque-ballés de toutes parts sous les ponts et pris tant bien que mal entre 2 soubresauts de leurs estomacs. Un ouragan est en train de se former au large. La pluie cingle le visage des marins venus manœuvrer les voiles gonflées afin d'éviter au mât de se briser. Les 28 navires de la flotte perdent contact les uns avec les autres. Les conditions deviennent vite épouvantables et pour couronner le tout, le vent tourne au sud. L'ensablage ou la mort écrasés sur les récifs. La plus grande partie de la flotte réussira à se sortir des draps et de Tortuga sans encombre. Cependant, à l'arrière-garde se trouvent encore 5 vaisseaux. La Santa Margarita, la Nuestra Señora del Rosario, 2 petits vaisseaux, ainsi que la Nuestra Señora de Atocha. Et ils n'auront pas autant de chance. Les mâts craquent, les voiles se déchirent, les gréements se disloquent, c'est inévitable. La côte se rapproche à grands pas, ou à grandes eaux. Ils dérivent sans aucune possibilité de manœuvre. L'issue sera fatale pour les 5 bateaux. Ils se trouvent à une distance comprise entre 348 km et 115 km des côtes. Le lendemain, un navire marchand passant par là récupérera 5 rescapés de l'Atocha qui avaient passé les dernières 24 heures accrochés au mât de Mycène. C'est tout ce qui reste des 550 personnes qui se trouvaient sur le bateau. En 1622, l'Espagne est en guerre contre les Anglais. C'est pourquoi le marquis, pour son honneur et celui de son pays, mettra tout en œuvre pour retrouver le chargement perdu. Le 15 septembre, 10 jours seulement après le naufrage, une équipe espagnole se mettra en route pour retrouver les épaves. La première sera facile à repérer, car ces mâts sortent encore de l'eau. Le vaisseau repose alors par 15 mètres de fond. L'opération semble réalisable pour le groupe. Cependant, ils décident d'aller localiser les 2 autres épaves avant de plonger. Et c'est seulement 2 mois plus tard qu'ils reviendront sans avoir trouvé la moindre trace des 2 autres bateaux. De plus, entre-temps, de nouvelles tempêtes ont balayé le reste de l'Atocha. Le mois suivant, les récifs alentours seront tous fouillés. Une partie de la proue du galion sera retrouvée échouée sur une des plages de ces quilles ne portant pas encore de nom. Puis, plus rien pendant 3 siècles. L'Atocha et son précieux chargement avaient bel et bien disparu, mais c'était sans compter sur le plus optimiste des chercheurs de trésors, Mel Fisher. Pour Mel, l'Atocha est loin d'être un mythe. Il dit même avoir un document secret précisant l'endroit exact du naufrage. Les recherches commencent en 1968 autour de Matecumbe Keys, et pendant 3 ans, inlassablement, toute l'équipe rechercha en vain, l'éternel optimiste et quelque peu désespéré. Cependant,
une rencontre fortuite va lui amener de précieux renseignements. En effet, il rencontra un spécialiste de l'histoire de la Floride, Eugène Lyon, parlant couramment le vieil espagnol et étant en route pour Séville en Espagne, afin d'étudier les archives de la Compagnie des Indes pour son propre mémoire. Mais elle supplia presque l'homme de garder un œil sur toutes les informations concernant l'Atocha. En fouillant parmi les 50 millions de pages que contiennent les archives, le jeune homme trouva un manuscrit faisant référence au sauvetage du Santa Margarita, coulé au sud de la Floride en eau peu profonde, et dont les membres d'équipage ont presque tous réussi à s'en sortir. Dans un récit de naufragés, le manuscrit mangé par les vers indique l'emplacement du Santa Margarita, ainsi que de l'Atocha, tout proche des Marquesas Keys, à 160 km au sud-ouest de l'endroit où ils ont fouillé pendant de longues années. À chaque plongée, Mel répétait inlassablement « Today's the day ». Armé de son magnétomètre destiné à découvrir les objets métalliques et de sa mailbox pour tout à la fois creuser et projeter de l'eau claire de la surface vers les fonds, malheureusement cette zone avait servi à des exercices de tir de la Navy et ils trouveront quelques milliers de bombes, mais aussi des frigos, une vieille voiture et même un train. Plusieurs années passent, mais aucun signe du Galion, et sempiternellement, Mel répétait son éternel « Today's the day » en guise de salut. Un jour, l'argent commença à se raréfier. Cependant, la priorité absolue était l'essence pour faire tourner les moteurs des bateaux. N'ayant plus grand-chose pour se nourrir, la pêche était devenue très prisée par les membres de l'équipe. Il était difficile pour Mel de trouver des investisseurs n'ayant aucun objet à leur montrer. L'espoir commençait à s'amenuiser, mais un plongeur fit la découverte que tout le monde attendait. Une ancre fut trouvée, mais il était connu que ces eaux regorgeaient de centaines de petites ancres. Cependant, celle-ci était bien plus grande qu'un homme. Mel en avait la certitude. Elle appartenait à l'Atocha. Lors d'une autre plongée, destinée à certifier ses convictions, il aperçut au fond de l'eau de petits tas d'amas noirs comme il n'avait jamais vu auparavant. La découverte de ces pièces en argent mit tout le petit groupe dans une certaine allégresse. Néanmoins, les pièces devaient être expertisées avant de crier victoire. En effet, si une seule des pièces retrouvées avait été frappée à une date postérieure à celle de l'expédition, tout serait fichu pour l'équipe. N'arrêtant jamais les fouilles, ils continuèrent dès le lendemain. La mailbox faisant son office, une chaîne en or d'1,80 m fut remontée. Les recherches commencèrent alors autour de l'ancre, mais celle-ci avait été arrachée lors de l'ouragan après que les marins aient tenté de la jeter dans une mer démontée pour empêcher l'Atocha de dériver. Mais la force du vent eut raison de la chaîne reliant le bateau à sa survie. Dans son souillage, il laissa derrière lui quelques piécettes d'argent ici ou là et un splendide astrolabe encore en état de fonctionner. Pendant les 3 années qui suivirent, ils mirent à jour quelques objets fabuleux. Mousquets et dagues seront remontés, d'abord à 25 mètres de l'ancre, puis quelques tas de pièces seront découverts aux alentours des 30 mètres. Inlassablement, ils suivaient le chemin de l'Atocha dérivant vers les côtes. À 200 mètres de l'endroit où fut trouvée l'ancre, 1400 pièces espagnoles furent sorties de l'eau. Le nom donné à l'endroit de la trouvaille fut encore plus symbolique, car aucune des pièces trouvées était datée avant 1621. Ils appelèrent l'endroit la Banque d'Espagne. Quand enfin Mel trouva la preuve irréfutable, un lingot d'argent frappé qui permettait de le relier au manifeste du Galion. Il sut qu'il suivait la dernière route que l'Atocha avait empruntée. Toutes ces années de recherche ont permis à Mel de transmettre le virus à toute sa famille. Ses 4 enfants et sa femme font en permanence partie des expéditions, et notamment son fils Dirk Fisher, âgé de 21 ans, qui souhaite, tout comme son père, devenir chercheur de trésors. C'est ainsi que le 13 juillet 1975, Dirk découvre 5 canons de bronze. Personne encore n'avait fait une telle découverte, et tout le monde s'imagine déjà l'Atocha reposant à quelques mètres de leur position. En effet, le poids des canons était tel qu'ils sont régulièrement trouvés non loin des épaves, et très souvent toujours dessus. Dès le lendemain, 4 autres canons seront identifiés, mais seulement 2 seront remontés sur le Northwind, le bateau dont Kirk est le capitaine. Le soir même, ils jettent l'ancre non loin de leur découverte. 11 personnes dorment sur le bateau. À 5h30 du matin, un des plongeurs est réveillé par l'étrange inclinaison de l'embarcation. Il court vers la salle des machines et découvre que l'eau s'engouffre à bord. Pas le temps de déclencher les pompes que le bateau se couche et l'eau se met à entrer par toutes les ouvertures, puis il se retourne et coule lentement. Les occupants, sortant à peine de leur nuit, se retrouvent à marcher sur le plafond, sans lumière aucune, dans une panique totale. 3 ne s'en sortiront pas, dont Kirk, le fils de Mel, qui venait de faire la plus grande trouvaille de sa jeune vie, ainsi que sa femme et un des hommes de l'équipe. Mel déclarera en interview
que son fils aurait voulu qu'ils y retournent. Et c'est ce qu'ils firent après l'enterrement du jeune homme. Ce drame qu'ils venaient de vivre permit de trouver une motivation sans faille pour réaliser le rêve de leur fils décédé. Cependant, les finances sont au plus basses. Il faudrait presque 2 mois à Mel pour retrouver des investisseurs et repartir sur les traces de l'Atocha. En 1980, ils mettront la main sur la Margarita, l'un des autres galions de la flotte de Tierra firme. qui n'était malheureusement pas aussi bien chargé que l'Atocha, ce qui permit tout juste à Mel d'être médiatisé et d'éviter l'arrivée des huissiers. Cela fait 15 ans qu'il fouille sans relâche. Mel est fatigué. Il a dépassé 60 ans et commence à désespérer. Certains des plongeurs présents avec lui depuis le début commencent à abandonner le projet, n'étant parfois pas payés et ne remontant que des grains de sable sur une combinaison usagée. Nous sommes à l'été 85. Le 10e anniversaire de la mort de son fils approche. Cela ravive de forts sentiments dans le cœur de son frère, Ken Fisher, fils cadet de Mel, qui se trouvait également à l'intérieur du Northwind quand il se retourna. Le 18 juillet, 2 jours avant la date anniversaire, son équipe trouva un autre canon de bronze et quelques tas de pièces. Puis le 20, une sorte de grosse pierre étrange fut découverte, mais lorsqu'ils approchèrent leur détecteur, la confirmation tomba. Ils venaient de mettre la main sur des tonnes de barres d'argent provenant des cales de l'Atocha. Mel, n'ayant plus plongé depuis la mort de son fils, était introuvable. Tous les moyens de communication pour le contacter échouèrent. Leur dernière chance était de faire un appel par la radio locale que Mel aimait tant écouter. Néanmoins, la saison des tempêtes qui avait emporté l'Atocha arrive. Il faut se dépêcher de remonter le fabuleux trésor. L'épave fut découverte non loin des canons trouvés par Kirk, quasiment à l'endroit exact indiqué par Eugene Lyon. Son honneur fut redoré, après des années à subir les moqueries du public pour les informations fausses qu'il était censé avoir données aux Fisher. En 2 jours, l'équipe de 40 plongeurs remonta 7 tonnes d'argent. Puis 2 ans plus tard, 47 tonnes d'argent provenant de l'Atocha étaient rangées dans un immense entrepôt, attendant patiemment la fin du combat entre les autorités américaines et les Fisher. Après des années de procédures judiciaires, il fut décidé de les laisser à ceux qui avaient donné 20 ans de leur vie et leurs fils pour les retrouver. Mel n'accepta jamais de se mettre à la retraite et continua de rechercher des épaves jusqu'en 98, où un cancer l'emporta en décembre. De nos jours, il est possible de voir une partie du trésor de l'Atocha dans le Mel Fisher Museum, en Floride, à Key West, non loin de là où l'épave fut trouvée. Vous pouvez également vous procurer un bout du trésor de l'Atocha sous forme de bijoux sur le net ou pendant une des ventes aux enchères organisées par les Fisher. Mais ce n'est pas le même prix. Au fil des années, Mel et son équipe ont remonté pour l'équivalent de 500 millions de dollars en pièces d'argent, or, pierres précieuses, bijoux sertis, comme cette croix, probablement destinée à un haut dignitaire de l'Église catholique, voire même au pape. De nombreux émeraudes brutes seront trouvés, mais selon Mel Fisher, we're still working on the Atocha today, right this minute, and we're bringing in emeralds every day and other things, coins, and there's probably a big pile of emeralds there somewhere. We might run into them this afternoon. Never know. Maybe today's the day. Voilà. J'espère que ce premier épisode de la chaîne Oisifology vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'attends vos retours, bons ou mauvais, avec impatience. Et si vous avez aimé, partagez. Salut!